le personnage de Robespierre et le mot dictateur sont souvent associés. Et je commencerai finalement cette conférence par une anecdote représentée par une première image. Est-ce que vous connaissez ce personnage-là? Alors c'est une image qu'on connaît désormais, qui est sur Internet. Vous tapez Robespierre et vous aurez de grandes chances sur Google d'arriver sur cette représentation de Robespierre. Elle a été faite par un infographiste en décembre 2013, Philippe Frösch, et par un médecin légiste, Philippe Charlier, qui ont donc essayé de reconstituer le visage de Robespierre. Et ce que disait Philippe Frösch lorsqu'il était interrogé sur ce visage, il disait « La première chose que j'ai ressentie, c'est de la peur, c'est de la frayeur devant ce visage. » Et dans sa bouche, c'était finalement une preuve qu'il avait réussi. Il avait réussi à mettre un visage sur un homme dont l'image générale est celle d'un tyran et d'un dictateur. Alors il a travaillé essentiellement à partir d'un moulage qu'on va voir, un moulage qui se trouve actuellement au musée d'Aix-Marseille, mais on en a des copies dans beaucoup d'autres musées. C'est un moulage qui se vend encore. Il y a un atelier d'art à côté de Paris qui est l'atelier Lorenzi, qui vous propose en plâtre, mais aussi, si vous le voulez, en bronze, en marbre. Avec les techniques actuelles, c'est possible. Un moulage comme celui-là, qui, dit-on depuis le XIXe siècle, est le moulage du visage de Robespierre. Et Philippe Frösch et Philippe Charlier ont décrété que ce moulage avait été réalisé par Madame Tussaud, qui est bien connue pour le musée qui porte son nom à Paris, qui était à ce moment-là la jeune élève d'un oncle qui s'appelait Monsieur Cursus, qui était à Paris à l'époque de la Révolution française et qui avait un musée de cire. Et Madame Tussaud, qui a rédigé ses mémoires, raconte dans ses mémoires qu'elle a fait le masque de Robespierre juste après sa mort. Elle est allée au cimetière, dit-elle, elle a pris le masque de Robespierre, elle l'a représenté, elle en a fait des moulages. Alors, lorsqu'on regarde bien les mémoires de Madame Tussaud, on s'aperçoit de certaines incohérences. Elle dit par exemple « J'ai fait le moulage au cimetière de la Madeleine ». Bon, manque de chance, Robespierre a été enterré dans un autre cimetière de Paris, qui est le cimetière des Érancy. Si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que Madame Tussaud a également d'autres incohérences dans son discours. Elle dit par exemple « En 1789, j'ai visité la Bastille, qui venait d'être prise, et là j'ai pris le moulage du prisonnier le plus célèbre de la Bastille, le comte de Lorge. J'ai pris le moulage du comte de Lorge. Or, le comte de Lorge n'a jamais existé. Les historiens le savent bien, c'est un mythe, c'est un prisonnier mythique de la Bastille qui n'a jamais existé. Madame Tussaud est la seule à l'avoir rencontré. Elle dit aussi, dans les escaliers de la Bastille, j'ai glissé, et je suis tombé dans les bras d'un député qui visitait la Bastille à ce moment-là, Robespierre, qui m'a donc retenu et qui m'a dit quelques mots charmants, comme quoi une jeune fille, heureusement qu'il était là pour la rattraper, sinon elle se serait abîmée dans les escaliers, ça aurait été bien dommage. Ce qu'elle raconte également, c'est que Robespierre était un personnage libidineux, il aimait les femmes s'en méfiaient, et c'était donc quelqu'un dont il fallait... Merci. Ah oui, c'est formidable. C'est donc quelqu'un dont il fallait se méfier. Bon, voilà ce que dit Madame Tussaud. Madame Tussaud est une affabulatrice, vous l'aurez compris, avec ces incohérences que l'on trouve. Et les historiens connaissent ce masque, on le connaît depuis longtemps. Dans les années 1830, il était dans une collection parisienne. Il était passé en vente publique en même temps qu'un autre masque, un masque de Cromwell, autre dictateur. Et les deux masques avaient été vendus ensemble dans les années 1820. On était à une époque de mode des masques funéraires. Il y en avait de vrais, il y en avait de faux. Celui-là est un faux. Mais peu importe, à la limite. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ces personnes, cet infographiste notamment, pour donner une image à Robespierre, se reposaient sur une impression. Il se reposait sur Madame Tussaud, mais il se reposait aussi sur une impression. Parce que le masque faisait peur, parce que la reconstitution faisait peur, c'était une reconstitution crédible. Image suivante. Lorsqu'on compare le masque au portrait de Carnavalet, qui est l'un des portraits les plus connus, peut-être un portrait par le peintre Gérard, on ne sait pas, on n'est pas sûr, on voit bien que les deux portraits sont très différents. En fait, le masque n'est pas le masque de Robespierre. Robespierre, de toute façon, lorsqu'il a été exécuté, avait le visage totalement tuméfié. Les chirurgiens qui l'ont examiné juste avant son exécution disent que le visage était entièrement gonflé, qu'il était totalement déformé du côté gauche, où il avait été blessé par balle,
qu'il avait aussi les paupières retournées, et notamment la paupière gauche totalement retournée. Or, ces éléments-là, même l'impact de la balle, ne se voit pas sur le masque. On a un personnage qui est mort visiblement avec un visage apaisé, un visage en tout cas qui n'était pas un visage blessé, qui n'était donc pas Robespierre. Mais ce que nous apporte, image suivante, ce que nous apporte en fait cette petite anecdote, c'est que le Robespierre que nous connaissons, c'est un Robespierre qui est un véritable mythe. Et c'est ce que je vais essayer de montrer, un mythe, et on le sait très bien, c'est un personnage qui reste encore très présent dans l'espace public. Il est évoqué par les uns pour rappeler quelques principes de la Révolution française, le combat pour l'abolition de la peine de mort, même si cela paraît assez paradoxal, il a défendu l'idée d'une abolition de la peine de mort en 91, en 93. On parle aussi, à partir de Robespierre et à partir de sa défense des principes de l'abolition de l'esclavage, du suffrage universel masculin. Donc il y a d'un côté ceux qui apprécient Robespierre parce qu'il représente toutes ces idées-là qui ont été réalisées dans les siècles suivants. Et de l'autre côté, il y a ceux qui détestent Robespierre parce que Robespierre est associé à une période tragique, les années 93-94, qui sont les années de la terreur. Il y a un mythe de Robespierre en ce sens que Robespierre, tel qu'il est vu par Mélenchon, tel qu'il est vu par Jean-François Copé, bon, il parle un peu moins maintenant, mais en 2012, il parlait souvent de Robespierre, et que lorsqu'il parlait de Robespierre, c'était bien sûr pour répondre à Mélenchon, mais on voyait bien que sa perception du personnage était tout à fait opposée à celle de Mélenchon. Le Robespierre de Mélenchon, ce n'est pas le Robespierre de l'historien. Le Robespierre de Copé, ce n'est pas le Robespierre de l'historien. Ce sont à chaque fois des échos de ce qu'a été véritablement le personnage. Mais c'est ce qui fait le mythe politique qu'est Robespierre. Et le personnage de Robespierre, ce n'est pas simplement un mythe politique, il a été un véritable mythe vivant. Cette division des pour et des contre, on la retrouve déjà lorsqu'il vivait. Et une division très franche, très nette, avec également des légendes qui circulaient sur lui au moment où il a vécu. C'est donc un personnage tout à fait hors du commun, et à partir de là, on peut toujours se demander, mais comment finalement l'image que nous avons de Robespierre, comment l'image que Mélenchon a de Robespierre, comment l'image que Copé a de Robespierre a pu se construire? L'image s'est construite parce qu'il y a eu des légendes successives qui ont été écrites sur le personnage. Et les principales légendes, elles ont été écrites au moment où Robespierre a été arrêté, a été condamné, a été exécuté, c'est-à-dire en juillet 1794, plus précisément le 9 Thermidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1794. Pour lui, c'est la fin de son histoire, c'est le moment, et on le voit ici dans un tableau du XIXe siècle, où l'Assemblée décide d'accuser un certain nombre de députés, essentiellement Saint-Just, Robespierre et Couthon, et où deux autres députés, Lebas et Augustin Robespierre, le jeune frère de Maximilien, décident de demander eux aussi leur arrestation parce qu'ils considèrent que leurs amis, son frère, sont arrêtés alors qu'ils ne devraient pas l'être, alors qu'ils ont simplement défendu les principes. Et Augustin Robespierre demande à être mis en accusation comme son frère, Lebas demande à être mis en accusation comme ses amis, parce qu'il ne veut pas être mêlé à ce qu'il appelle une ignominie, en fait, et une accusation qu'il juge tout à fait injuste. Donc vous avez ces 5 hommes-là, qui vont finalement ne pas être jugés parce qu'ils vont s'échapper en quelque sorte, ne pas être incarcérés, passer à l'hôtel de ville, tenter de résister. Ils vont donc être purement et simplement reconnus, condamnés et exécutés. À partir de ce moment-là, se constitue un véritable mythe de Robespierre qui a été bien étudié par les historiens, et on parle généralement d'une légende thermidorienne qui a été construite après la mort de Robespierre. On aurait donc réécrit son histoire, et c'est vrai que certains traits de cette histoire qui a été réécrite à ce moment-là sont encore présents dans notre imaginaire aujourd'hui. Première accusation, et vous verrez qu'il y a 4 grandes accusations qui sont lancées contre Robespierre à ce moment-là. Première accusation, c'est que Robespierre aurait usurpé le pouvoir, qu'il aurait été dictateur. Ça, c'est une accusation qui est lancée à ce moment-là, mais on verra, elle est déjà lancée depuis des années, et elle a déjà été lancée contre Robespierre dès l'époque de la première Assemblée révolutionnaire, dès l'Assemblée constituante. Mais on reprend cette accusation, on dit que Robespierre est un homme qui a exercé le pouvoir
personnel, qui a été un véritable dictateur, et on va même très loin dans l'accusation. On va très loin dans l'accusation puisque Barrère accuse Robespierre non seulement d'avoir été dictateur, mais d'avoir voulu devenir roi. C'est une accusation qui circule donc dans la nuit du 9 au 10 Thermidor. Robespierre aurait voulu devenir roi, et d'après Barrère, il y a deux preuves à cela. La première preuve, c'est qu'on a trouvé, dit-il, sur la grande table de l'hôtel de ville, un cachet à fleurs de lys tout neuf. Tout neuf. Et la deuxième preuve, c'est que des inconnus se sont présentés devant la prison du Temple, là où étaient incarcérés les enfants de Louis XVI défunt, Marie-Thérèse Charlotte et le dauphin. Des inconnus se sont présentés devant la prison et ont tenté de libérer les enfants du roi du Temple. Et ce que raconte Barrère et d'autres à sa suite, c'est que, en fait, Robespierre voulait devenir roi et voulait épouser Marie-Thérèse Charlotte de manière à se donner une légitimité et à être un roi reconnu dans toute l'Europe parce qu'il aurait ainsi été allié à la famille royale. C'est une accusation qui est donc lancée à l'été 1794, et j'y reviendrai tout à l'heure. Des hommes y ont cru. Des hommes y ont cru. On est dans un moment particulièrement tendu, dense, les divisions sont extrêmes, la crainte des trahisons est également extrême, et on est prêt à croire à toutes les histoires qui circulent, parce que la crainte la plus forte que l'on a, c'est la crainte d'être trahi. Et on s'attend à être trahi de tous les révolutionnaires. On a dénoncé Hébert quelques mois avant et on l'a accusé de trahison. On a dénoncé Danton quelques mois auparavant et on l'a accusé de trahison. On a accusé Danton de vouloir rétablir la monarchie. Et certains y ont cru. On accuse à son tour Robespierre d'avoir voulu rétablir la monarchie et certains vont y croire. Je vais en donner une preuve tout à l'heure. La deuxième accusation, c'est d'avoir mis en place un système de terreur. Je reprends l'expression qui est employée dans les textes. Un système de terreur. C'est une expression que Robespierre emploie en juin et juillet 1794. Il dit à un moment « On veut avilir et anéantir la Convention par un système de terreur ». Donc l'expression, Robespierre l'a employée quelques semaines avant d'être arrêté. Et lorsqu'il dénonce un système de terreur, il dénonce des rumeurs qui circulent, qui l'accusent, des rumeurs qui disent qu'il aurait établi une liste de proscription et qu'il s'apprêterait à envoyer à la guillotine certains des députés de la Convention nationale. Cette accusation, elle circule en juin, en juillet, elle est lancée par des hommes comme Tallien, par des hommes comme Fouché, qui craignent, sans doute à juste titre, pour leur tête, et qui, pour faire arrêter Robespierre, vont accuser Robespierre de vouloir décimer la Convention et d'envoyer à la guillotine beaucoup de députés. Cette expression « système de la terreur », elle va être reprise après l'arrestation et après l'exécution de Robespierre. Ceux qui vont faire arrêter Robespierre vont reprocher à Robespierre d'avoir effectivement mis en place un système de terreur. C'est notamment Tallien qui explique cela. Tallien explique que Robespierre, pour s'assurer le pouvoir suprême, pour être véritable despote, devait régner par la terreur. Et pour régner par la terreur, il devait donc envoyer des gens à la guillotine de manière à dominer véritablement l'Assemblée et à être un véritable dictateur. La terreur sert donc un pouvoir arbitraire. La terreur, telle qu'on la conçoit à l'époque, c'est une sorte de complot pour s'assurer le pouvoir. Alors, j'appelle votre attention sur le fait que lorsqu'on emploie le mot terreur à l'époque, on lui met un T minuscule. L'apparition du T majuscule à terreur, ça va être au début du XIXe siècle. Et au début du XIXe siècle, quand on va parler de la terreur, on va parler des années 93-94. Et notamment du fonctionnement de la guillotine, du tribunal révolutionnaire, de la loi des suspects, de tout ce qui a trait aux institutions de cette période. Mais pour le moment, le mot terreur, c'est un mot qui renvoie à la frayeur, à la peur, à la crainte, sans plus. Le mot de terreur à lui seul ne désigne pas une période. On parle à l'époque de système de la terreur à partir de l'été 94. C'est un premier pas vers cette notion de terreur T majuscule qu'on va voir apparaître au début du 19e, mais on n'y est pas encore tout à fait. Reste qu'on accuse donc Robespierre d'avoir mené un complot pour s'assurer le pouvoir
et par l'intermédiaire de ce complot d'avoir voulu décimer la France, et c'est vraiment dans ces termes-là qu'on le pense. Talien dit que grâce aux 9 thermidors, on a épargné la vie à 60, 70 000 ou 80 000 personnes en France, et que si Robespierre était resté au pouvoir, tous ces gens seraient passés à la guillotine. Et les images qu'on diffuse alors de Robespierre sont des images terrifiantes. On va en voir quelques-unes, je vais vous en montrer 3. Une première, une gravure par Lecanu, et il y en a un exemplaire à la bibliothèque municipale. Une gravure de Lecanu où vous reconnaissez Robespierre, il est très proche de la réalité, il est très bien représenté, et il presse un cœur au-dessus d'un calice. Il presse un cœur au-dessus d'un calice, il va boire ce sang, on appelle à ce moment-là ceux qui ont participé à la terreur des buveurs de sang. Et dans cette expression buveur de sang, il y a bien évidemment beaucoup de sadisme qui est placé. C'est un homme qui tue et qui a plaisir à tuer. Autre image, toujours de ces années. Alors c'est une image qui existe à de nombreux exemplaires et sous différentes formes, mais toujours avec la même idée. Vous avez Robespierre qui est debout et qui s'apprête à actionner la guillotine, et celui qui va guillotiner, c'est le bourreau. En fait, toute la France a été guillotinée. Il n'y a plus de Français. Il y a un monument aux morts, à la mémoire des Français. Tous les Français sont morts. Il ne reste plus que le bourreau et Robespierre. Et finalement, Robespierre guillotine le bourreau. Toutes les guillotines que vous voyez derrière, ce sont des guillotines avec des petites lettres par-dessus, qui renvoient aux Girondins qui ont été guillotinés, aux hébertistes, aux dantonistes. Elles sont usées à force d'avoir servi. Et là, toute la France est décimée. Bon, c'est l'image que l'on a de Robespierre. Autre image, troisième image que je vous montrerai, on va s'approcher petit à petit de la scène qui nous intéresse. C'est une grande gravure qui date de 1797, elle fait au moins 40 cm de haut, superbe gravure, avec tout un ensemble de tableaux qui présentent l'an 2. On est en 1797, juste avant les élections, au printemps 1797, et dans cette gravure, les auteurs veulent montrer que les électeurs doivent bien choisir leur candidat pour éviter que la terreur ne revienne en France. Et sur l'un des tableaux, l'image suivante, sur l'un des tableaux, on voit la mort qui est entourée de toute une série de personnages. Alors vous avez la mort, vous la reconnaissez, hein, elle est habillée mais sa tête est tout à fait reconnaissable, elle est assez peu amène. Derrière vous avez un véritable colosse, c'est Danton. Et qui embrasse la mort, vous avez le petit Marat. Donc Marat, Danton. Juste derrière, vous avez un homme qui n'est pas appuyé sur un bâton, mais qui est appuyé sur une faux, c'est Robespierre. Et derrière lui, vous avez un ensemble de personnages où on reconnaît de grands révolutionnaires. Il y a des personnes comme Hébert, comme Chaumette, comme Couthon, qui s'appuie sur des béquilles. Et tous ces révolutionnaires sont en quelque sorte réunis dans la mort, alors qu'ils se sont combattus dans la vie. Si on s'approche encore de l'image, on voit Robespierre, qui est donc le seul à s'appuyer sur une faux. Et dans la main, il a un papier sur lequel on lit 2 dates. La première date, c'est le 22 prairial. La loi du 22 prairial, c'est une loi du 10 juin 1794 qui accélère les procédures devant le tribunal révolutionnaire. À partir de cette loi du 22 prairial, des condamnés peuvent être envoyés à la guillotine sans être soutenus par un avocat et être jugés selon des procédures expresses. Cette loi, elle a été proposée à la Convention par Couthon. C'est Couthon qui l'a rédigée, c'est Couthon qui l'a soutenue. Robespierre l'a soutenue aussi, mais elle n'est pas rédigée par Robespierre. Reste qu'il l'a soutenue. L'autre loi est plus étonnante. Elle est mentionnée par une date, 17 septembre. C'est la loi du 17 septembre 1793, c'est la loi des suspects. La loi des suspects qui permet d'incarcérer, non pas de condamner, qui permet d'incarcérer jusqu'à la paix toutes les personnes qui sont suspectées d'incivisme. Et le plus amusant, c'est que cette loi du 17 septembre, Robespierre n'y est absolument pour rien. Non. Cette loi, elle a été élaborée et elle est passée par l'intermédiaire d'un député qui s'appelle Merlin, qui est originaire de Douai, on l'appelle Merlin de Douai, et à l'époque, au printemps 1797, il est ministre de la Justice. Alors on ne rappelle pas évidemment que le ministre de la Justice, de ce moment-là, qui est dans la majorité directoriale et le responsable de la loi du 17 septembre, on attribue cette loi du 17 septembre
à celui que l'on considère comme l'homme fort des années 93-94, qui porte donc la responsabilité de tous les actes de ces années 93-94, Robespierre, même si ce n'est pas lui qui a rédigé et proposé la loi du 17 septembre, même si ce n'est pas lui qui a rédigé et proposé la loi du 22 prairial. Ça veut dire que Robespierre est devenu l'homme terreur, en quelque sorte. Il est devenu l'incarnation de cette période-là. Alors attention, comprenons-nous bien. Évidemment, Robespierre a soutenu les mesures d'exception. Lorsque la loi des suspects est passée, il y était favorable. Lorsque la loi du 22 prairial est passée, il y était favorable. Et il a même demandé à ce que cette loi passe. Mais il était un député parmi d'autres qui, dans leur grande majorité, acceptaient ces mesures d'exception. Alors il était bien sûr un homme plus connu, d'une influence plus grande, il a sa part de responsabilité, mais il a une part de responsabilité. Et on va le voir, certains des hommes qui le renversent au 9 Thermidor ont souvent été plus virulents que lui dans la répression. On peut penser à Collot d'Herbois, on peut penser à Billaud-Varenne, qui vont d'ailleurs être rattrapés quelques mois plus tard, puisqu'ils vont être mis en cause à leur tour. Et en fin 94 et en 95, des hommes comme Fouquier-Tinville, Billaud-Varenne, Collot d'Herbois vont passer en jugement et vont être condamnés à leur tour. Et on va leur dire notamment, les exécutions massives de juin et juillet 94, vous ne pouvez pas dire que c'est Robespierre. Robespierre avait quitté le pouvoir. Il a quitté le comité de salut public à la fin du mois de juin. Lorsqu'il n'était plus au pouvoir, c'est plus lui qui envoyait les gens à la guillotine, c'était ceux qui y étaient encore. Et ceux qui y étaient encore, c'était Collot et Billaud, par exemple. Et celui qui jouait le rôle d'accusateur public au tribunal révolutionnaire, c'était Fouquier-Tinville. Et ils vont donc être jugés dans les mois suivants. Troisième accusation qu'on lance à ce moment-là contre Robespierre, c'est que non seulement c'est un despote, mais c'est un despote concupiscent. C'est un véritable sultan. Celui qui lance l'accusation, c'est Barras. Barras a toujours eu beaucoup d'imagination, et le 14 août, il dénonce à la Convention les concubines de Robespierre. Et il explique que Robespierre avait à côté de Paris un lieu de plaisir où il recevait ses maîtresses. Saint-Just aussi, un peu plus loin, chacun son lieu de plaisir. Couthon, c'était plus difficile à faire accepter puisqu'il avait des béquilles et quand il ne se déplaçait pas avec ses béquilles, il se déplaçait sur son fauteuil roulant. Donc, mais en tout cas, Saint-Just et Robespierre avaient des maisons de plaisir à côté de Paris où il recevait ses maîtresses. Alors ça, c'est une accusation qui est donc lancée au mois d'août par Barras, qui va faire long feu. C'est une accusation qui va très vite disparaître, qu'on va très vite oublier, mais qui a quand même été lancée. Quatrième accusation, c'est celle d'une trahison. Robespierre est un traître. C'est Billaud et Collot qui l'assurent aux Jacobins. Aux Jacobins, on est à la fin du mois de juillet. Ils disent notamment ceci, ils disent « Les puissances étrangères étaient liguées avec Robespierre et ne voulaient traiter qu'avec lui ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Billaud et Collot, en tout cas c'est l'accusation qu'ils lancent, Robespierre était un ami caché des Anglais. Et il négociait avec les Anglais pour obtenir une reddition de la France de manière à ce que les Anglais soutiennent son ambition de devenir un despote en France. Et à l'époque, beaucoup croient en ces histoires-là, à commencer par les policiers. Lorsqu'ils vont interroger le père Duplay, Maurice Duplay, qui a hébergé Robespierre chez lui, le menuisier de la rue Saint-Honoré, qui hébergeait Robespierre, on lui pose comme question, est-ce que Robespierre entretenait une correspondance avec les puissances étrangères? Est-ce qu'il y avait souvent des Anglais qui venaient chez vous pour le rencontrer? Simon Duplay, qu'on appelait Simon Jambe de Bois, qui était le neveu de Duplay, qui habitait la maison, a exactement les mêmes questions qui lui sont proposées. On a encore les procès-verbaux d'enquête, les interrogatoires, et on lui demande à lui aussi, est-ce que Robespierre entretenait de la correspondance avec les puissances étrangères, avec l'Angleterre, avec l'Espagne? Est-ce qu'il recevait des Anglais? C'est une inquiétude que certains ont à l'époque. C'est une calomnie pour certains, mais c'est quelque chose de bien réel pour d'autres. On a donc toutes ces accusations qui sont lancées contre lui, et bien évidemment, ces accusations qui sont lancées contre Robespierre à l'été 1794, il en reste encore quelque chose aujourd'hui. Alors bien sûr, la plupart de ces accusations ont disparu. Dans les ouvrages même hostiles à Robespierre, personne
ne va vous dire que Robespierre avait une maison de plaisir, avait sans cesse des maîtresses, voire tué les femmes, les maris des femmes qu'il convoitait pour pouvoir les emmener dans sa maison de plaisir. Ça, c'est quelque chose qui a tout à fait disparu. L'idée d'une trahison de Robespierre avec l'Angleterre, ça a disparu également. Mais il reste tout de même d'autres accusations. On verra qu'elles peuvent reposer en partie sur des faits, mais qu'elles sont aussi parfois des légendes. Alors finalement, que reste-t-il de ces légendes? Et je vais partir d'un livre, on va voir tout de suite, d'un livre qui est un livre d'un conventionnel qui s'appelle Baudot. Baudot qui voulait écrire ses mémoires. Baudot est un conventionnel régicide. Il s'est exilé en Belgique dans les années 1820. Il n'a pas eu le temps de rédiger ses mémoires. Mais c'est une chance pour l'historien, parce que souvent les mémoires de conventionnels, lorsqu'ils sont rédigés, ont été réfléchis et nous livrent une vision tronquée de ce que pensaient ou de ce qu'avaient vécu ces hommes. D'autant plus que l'éditeur, souvent, il met sa patte, corrige des phrases, etc. Baudot n'a pas réussi à finir son travail. Il a donc laissé des notes très ponctuelles, donc il raconte de petites choses. Et si on regarde ce que Baudot pensait dans les années 1820, des accusations qui ont circulé contre Robespierre, on peut tirer plusieurs petites conséquences. Première idée, c'est Baudot qui parle de ce mythe du Robespierre roi. Et il dit notamment ceci. On est dans les années 1820. Cambon, qui était un autre conventionnel, Cambon avait quelques doutes sur les fleurs de lys trouvées chez Robespierre. Il voulut savoir ce qu'il en était et s'en expliqua vivement un jour à Bruxelles avec Vadier, autre conventionnel, en présence de Charles Teste et de moi. Vadier convint qu'elles avaient été transportées du comité de sûreté générale au domicile de Robespierre après sa mort. J'ai parlé franchement de ma haine pour Robespierre, ses systèmes et ses applications, mais la vérité a aussi ses droits, et je ne crois pas du tout que Robespierre fût d'intelligence avec la royauté. On est dans les années 1820. Et ce que nous raconte Baudot, c'est que Vadier, qui était l'un des accusateurs de Robespierre, qui était membre du comité de sûreté générale, avouait à ce moment-là avoir transporté les fleurs de lys. Alors il ne se souvient plus bien, il parle du domicile de Robespierre, mais dans les textes de 1794, on parle de l'hôtel de ville. Donc Vadier, dans les années 1820, convient et avoue à un autre conventionnel, Cambon, que c'est lui qui est responsable de ce clasher à fleurs de lys. Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que dans les années 1820, Cambon, un conventionnel qui n'est pas un naïf, n'était pas très sûr de cette histoire. Il n'était pas sûr du tout que c'était une légende. Il pensait que c'était peut-être possible. Et il voulait en avoir le cœur net. Et Baudot, qui note cela, qui l'écrit dans les années 1820, considère que c'est important. Il faut en témoigner. Robespierre n'a pas voulu devenir roi, il faut le dire, parce que ce n'est pas évident. Beaucoup y ont cru. Alors Baudot ne nous dit pas si en 1794 il a cru que Robespierre voulait devenir roi, mais beaucoup l'ont cru. Et dans les années 1820, certains, peut-être, doutent encore de cette histoire et considèrent qu'elle a peut-être été juste. Alors Robespierre sultan, là Baudot n'en parle pas. Baudot est très prudent, il n'accorde pas de crédit en tout cas à cette image. Il parle un moment de Robespierre et des femmes, il dit que Robespierre ne s'intéressait pas aux femmes, il était tout à son illumination politique, dit-il. Et un peu plus loin, il écrit « Il n'aimait ni les femmes ni l'argent ». Ça n'empêche pas, à un autre moment dans son livre, de dire que Robespierre avait un projet de mariage avec la fille des Duplay, Éléonore, et qu'il voulait l'épouser. On est là dans un moment de transition. Aujourd'hui, l'image de Robespierre, c'est l'image d'un homme qui est tout à son action politique, qui se désintéresse tout à fait des femmes. Et certains auteurs, notamment dans les années 1990, par une approche psychanalytique ou médicale, ont même dit que Robespierre était un homosexuel refoulé, etc., d'où des élucubrations entre les relations entre lui et Danton, que certains ont pu développer. Bon. On est là évidemment dans l'imagination des auteurs du XXe siècle, et à la fin du XVIIIe, c'est quelque chose de tout à fait inconcevable, et si on racontait ça à Robespierre, il serait tout à fait étonné qu'on puisse penser ça de lui. Ce qu'on a comme témoignage
sur le début des années 90, c'est que, au contraire, Robespierre, c'est un homme qui séduit. J'en donnerai un exemple tout à l'heure. On lui reproche même de séduire les femmes et d'attirer, lorsqu'il prononce des discours aux Jacobins, à la Convention, des auditoires qui sont des auditoires très largement féminins. C'est un homme qui séduit par sa mise, par son discours, par sa verve, par son propos, par ses idées. Mais ce n'est pas un homme qui a des maîtresses. En tout cas, là, on est dans une phase de transition dans les années 1820. On considère que c'est un homme finalement comme un autre, plus occupé de politique que de femmes, mais un homme qui aurait pu tout à fait se marier, mais pas un homme avec des myriades de maîtresses. Et la trahison de Robespierre. Alors là, Baudot, dans les années 1820, il croit encore un peu. Il écrit notamment, quelque temps avant le 9 Thermidor, le gouvernement anglais pressait Robespierre de se déclarer. Ses agents lui citaient l'exemple d'Auguste. Bon, ils ont mal choisi l'exemple, parce qu'Auguste, c'est pas quelqu'un, Auguste, premier empereur romain, c'est pas quelqu'un qui fascine Robespierre. Mais pour Baudot, les Anglais ont essayé de manipuler Robespierre et ont essayé de le pousser à devenir dictateur de manière à gagner la guerre contre la France. Ça, c'est ce que croit encore Baudot dans les années 1820. Mais globalement, Baudot n'accuse plus Robespierre que de deux choses. Il l'accuse d'être celui qui a voulu le pouvoir personnel et d'être celui qui a voulu une répression implacable contre tous les ennemis de la République. On est là aux sources de l'image qui est restée de ces accusations qui ont été lancées en 1794. Celles qui étaient, entre guillemets, crédibles sont restées. Celles qui ne l'étaient pas ont disparu. L'idée d'une trahison, c'est une idée qui s'efface petit à petit. L'idée d'un Robespierre qui a une maison de plaisir à côté de Paris, ça s'efface petit à petit. L'idée d'un Robespierre qui a voulu devenir roi, ça devient tout à fait impossible à imaginer au XIXe siècle. Mais l'idée d'un Robespierre dictateur, ça, on y croit encore. L'idée d'un Robespierre responsable de la terreur, là, on y croit aussi. Mais de quoi s'agit-il finalement? Quel dictateur Robespierre a-t-il voulu être? Et lorsqu'on s'intéresse finalement à cette accusation, au moment même de la Révolution, on peut lui donner trois significations différentes. Première signification, la dictature, c'est tout d'abord une dictature dans un sens antique. La dictature, dans la République romaine, c'est une magistrature temporaire qui est donnée à un homme pendant un temps donné pour sauver la République. On lui donne tous les pouvoirs, à charge pour lui de sauver la République qui est en danger, et ensuite il devra abandonner ses pouvoirs. Le dictateur le plus célèbre, c'est Cincinnatus, que vous voyez ici représenté dans ses champs. Cincinnatus, c'est donc un paysan. Un jour, on vient le chercher, parce que c'est un homme qui a été dans l'armée, on vient le chercher pour être dictateur. Il va donc être dictateur pendant quelques années, sauver la République et ensuite retourner cultiver ses champs. On est au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cincinnatus va être dictateur à 2 reprises. C'est un personnage qui est très célèbre à la fin du XVIIIe siècle. Dans la salle de la Convention, telle qu'elle est aménagée au printemps 1793, on a mis face aux députés toute une série de portraits d'hommes célèbres de l'Antiquité. Alors vous avez de grands législateurs comme Lycurgue et Solon. Vous avez également des personnages qui sont connus pour leur vertu, comme Brutus. Et vous avez également Cincinnatus. Cincinnatus est là, dans la salle de la Convention, sous les yeux des conventionnels. Cincinnatus, c'est un personnage dont on a beaucoup parlé pendant la Révolution américaine. Et il y a même eu un ordre des Cincinnatis qui a été créé aux États-Unis pour célébrer ceux qui avaient combattu en faveur de l'indépendance américaine et de la République. Cincinnatus, c'est aussi un personnage dont on parle. Alors, est-ce que Robespierre a été ébloui par Cincinnatus? Est-ce qu'il a voulu, lui aussi, devenir un dictateur à la mode antique, c'est-à-dire celui qui, pour sauver la République, prend le pouvoir quelque temps? Certains l'ont cru. Et une accusation de dictature de cette nature est lancée contre Robespierre au début de la Convention, c'est-à-dire dans les premiers jours de la République. Ça se passe le 25 septembre 1792. Et le 25 septembre 1792, un député de Marseille, Barbaroux, accuse Robespierre en disant ceci. Il explique « On nous fit venir chez Robespierre.
Là, on nous dit qu'il fallait se rallier aux citoyens qui avaient acquis de la popularité. Le citoyen paniste nous désigna nominativement Robespierre comme l'homme vertueux qui devait être dictateur de la France. Mais nous lui répondîmes que les Marseillais ne baisseraient jamais le front ni devant un roi, ni devant un dictateur. Et le procès-verbal précise, on applaudit. On est là en septembre 1792, c'est un moment particulièrement tragique. La monarchie a été renversée. Au début du mois de septembre, il y a eu les fameux massacres de septembre à Paris. Et dans les jours suivants, la Convention s'est réunie et on est entré en République. C'est l'époque où l'on accuse Marat, Danton, Robespierre, que l'on rassemble, que l'on nomme triumvirat, les trois hommes, le gouvernement des trois hommes. On les accuse de vouloir gouverner la France à eux seuls. Il y a donc toute une série d'attaques qui sont lancées contre Robespierre et on l'accuse notamment d'avoir voulu devenir dictateur. Est-ce que Robespierre a voulu devenir dictateur? C'est peu probable. C'est peu probable. D'abord, le nom de Cincinnatus, Robespierre ne le prononce pas une seule fois à l'Assemblée, pas une seule fois. On a des études sur le vocabulaire qu'utilise Robespierre, sur les noms qu'il cite, et vous pouvez relire tous ces discours, vous ne retrouverez jamais une référence à Cincinnatus. Ce n'est pas un personnage qui l'impressionne. Il n'en parle pas. Et lorsqu'il met en place le gouvernement révolutionnaire, ce gouvernement révolutionnaire qui se met en place à la fin de l'année 1793 et qui va être le gouvernement de l'exception politique en 93 et en 94, il ne va jamais proposer une dictature. Il va toujours se prononcer pour un gouvernement collégial, avec le comité de salut public, 12 puis 11 membres, avec le comité de sûreté générale, avec la Convention nationale. Il va toujours défendre ce gouvernement collégial. Alors bien sûr, au sein de ce gouvernement collégial, il est un personnage très important, incontestablement, mais il n'est pas le seul à prendre les décisions. Il y a un partage des décisions et il n'y a jamais eu de la part de Robespierre une prise de position en faveur de la dictature, même si dans certains mémoires, on l'accuse, notamment au printemps 1794, d'avoir demandé la dictature. Et c'est d'ailleurs une scène qu'on retrouve chez Baudot. Baudot raconte 3 fois cette scène qui se serait passée au printemps 1994 et où Robespierre, au comité de salut public, aurait demandé à ce qu'on lui confie la dictature. Et Baudot est tellement incertain sur cette scène-là qu'il la raconte 3 fois, et 3 fois de manière différente. Pas avec les mêmes personnages, pas au même moment, pas avec les mêmes réactions. Simplement parce qu'il écrit par ouï-dire. Il a entendu parler de cette scène qui est une scène mythique, qui n'a sans doute jamais existé, et il la raconte de 3 manières différentes. Bien sûr, si ces mémoires avaient été rédigées, on aurait eu une seule version qui aurait été très crédible. Mais là, on en a 3, et on ne sait pas vraiment ce que Baudot croyait. Ça, c'est une première dictature. Il y a une deuxième dictature. Une deuxième dictature qui est une accusation lancée par Barère, que vous voyez ici dans un portrait célèbre, où Barère pose la main sur le discours qu'il a prononcé pour l'accusation de Louis XVI. Cette deuxième dictature, c'est ce que Barère appelle une dictature d'opinion. Le 9 Thermidor, Barère dit ceci à la Convention, il dit « Les réputations énormes et les hommes égaux ne peuvent subsister longtemps en commun ». Les réputations énormes, on reconnaît ici Robespierre, c'est un homme qui a une réputation tout à fait considérable. Les réputations énormes et les hommes égaux ne peuvent subsister longtemps en commun. Il est un peu plus précis un peu plus tard, il parle des usurpateurs de l'opinion publique. Et le dit Thermidor, le 28 juillet, il est encore plus précis, il dit « Quand un homme s'empare despotiquement de la volonté, des délibérations et des mouvements de la plus nombreuse, de la plus célèbre société populaire, il devient insensiblement le dominateur de l'opinion publique. » Ce qu'explique ici Barère, c'est que Robespierre est tellement connu, a une telle audience dans le pays, qu'il exerce une véritable autorité incontestable sur l'opinion, et que face à lui, personne n'existe. Il domine l'opinion publique. Et effectivement, c'est un homme qui a réussi à diffuser ses idées par l'intermédiaire de ses journaux, et surtout par ses discours aux Jacobins et ses discours à la Convention. Je prendrai un seul exemple, une séance de la Convention nationale qui est une séance très connue, la séance du 5 novembre 1792. Quelques jours auparavant, un député girondin, Louvet, a accusé Robespierre. Il l'a accusé Robespierre d'être devenu une idole pour le peuple, c'est le mot qu'il emploie, et d'avoir séduit le peuple en parlant toujours de démocratie,
de droit au suffrage, en disant qu'il était peuple lui-même. Il est devenu une idole et à partir de ce moment-là, il est devenu quelqu'un de dangereux. Et Robespierre annonce qu'il va répondre à ce discours, demande quelques jours, reste calme le jour où ce discours est prononcé, demande quelques jours de réflexion, et il annonce que le 5 novembre, il va répondre au discours de Louvet. Le discours est donc un discours annoncé. Eh bien, ce 5 novembre, les journalistes nous racontent que lorsque la séance de la Convention a commencé, les tribunes étaient combles, véritablement combles avec un grand nombre de femmes, et que lorsque Robespierre a prononcé son discours, il avait toutes les tribunes pour lui. Et que cet engouement pour l'orateur était tel qu'on n'a même pas discuté des accusations de Louvet. Robespierre s'est justifié, Louvet a voulu accuser à nouveau, on ne lui a pas donné la parole, on lui a fait comprendre que c'était vraiment pas la peine, on allait passer à autre chose, on allait arrêter de s'accuser les uns les autres et on allait commencer à travailler à l'établissement de la République. Il y a là une audience à Paris, mais aussi dans les provinces de la part de Robespierre qui est tout à fait considérable. C'est un personnage dont la voix porte. Et on l'accuse notamment au 9 Thermidor, d'exercer une véritable dictature d'opinion. Mais il y a une troisième dictature. Il y a une troisième dictature qui est une dictature toute simple, qui est une véritable tyrannie. On l'entend très nettement dans la bouche de certains au 9 Thermidor. Des hommes comme Tallien qualifient Robespierre de tyran, et Vadier qualifie Robespierre de tyran couronné. Donc c'est un tyran couronné. On le compare aussi, et c'est le cas de Cambon qui utilise cette comparaison, on le compare aussi à Cromwell. Là, on a une troisième dictature. Une dictature beaucoup plus banale, c'est l'homme qui s'empare du pouvoir pour exercer le pouvoir pour son intérêt personnel. C'est l'image que l'on a aujourd'hui de la dictature. Une dictature qui, finalement, efface les deux autres. Et aujourd'hui, lorsqu'on pense à Robespierre dictateur, on pense à un Robespierre qui aurait exercé l'autorité dans l'ensemble du pays, par ambition, en quelque sorte. L'idée de dictature d'opinion a disparu, l'idée de dictature magistrature antique a disparu. Et c'est finalement cette accusation-là qui va l'emporter progressivement au XIXe et XXe siècle. Mais si on regarde cette accusation à l'été 1794, on s'aperçoit qu'elle est à l'époque encore incertaine. Il y a deux positions. Il y a ceux qui disent Robespierre a été un tyran, et ceux, beaucoup plus nombreux, qui disent Robespierre voulait devenir un tyran. Et on l'a empêché de devenir un tyran. On l'a arrêté à temps. Et c'est par exemple Tallien qui dit heureusement qu'on l'a arrêté, sinon on aurait eu 60 000, 70 000 ou 80 000 morts de plus. Et là, il aurait véritablement été tyran, et là, il aurait été impossible de l'arrêter et de le contrôler. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'image de Robespierre est une image qui s'est construite au cours du XIXe siècle en éliminant petit à petit un ensemble d'accusations plus anciennes et en restant à l'accusation la plus récente, celle de l'été 1794, celle qui pouvait expliquer le mieux la raison d'être de la journée du 9 Thermidor. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que toutes ces accusations ont été lancées et ont été reçues parce qu'elles existaient déjà depuis quelques années. Et dans un dernier temps, je reviendrai un petit peu sur cette construction progressive de l'image du Robespierre dictateur. Pourquoi a-t-on accepté cette idée qu'il était véritablement dictateur? Et encore une fois, il ne s'agit pas de justifier le personnage. Il avait une autorité tout à fait exceptionnelle. Il a pris une part importante dans les décisions de 93-94. Il est co-responsable avec d'autres des décisions qui ont été prises, incontestablement. Mais il est un membre d'un collectif, et notamment du comité de salut public, dont les décisions étaient des décisions collégiales. Alors comment en est-on arrivé à penser qu'un homme seul, à un moment donné, aurait pu exercer la totalité du pouvoir? Pour comprendre cela, il faut revenir un petit peu en arrière. Et on remarque que Robespierre, en fait, est accusé de dictature déjà bien avant. Un premier moment où il est accusé de dictature, c'est en juin 1791. En juin 1791, dans la première assemblée révolutionnaire,
alors que la Constitution est presque achevée, un événement majeur se produit. Dans la nuit du 20 au 21 juin, le roi décide de prendre la fuite avec sa famille, de partir à l'étranger. Il va être arrêté à Varennes, et vous avez ici une représentation de cette scène de l'arrestation du roi par le dessinateur et graveur Prieur. Et cet événement de Varennes va bouleverser la situation politique du pays. On va avoir peur, à partir de juin 1791, d'une déclaration de guerre. On se demande s'il n'y a pas un plan combiné entre le roi et les forces étrangères, si la fuite du roi n'annonce pas une invasion de la France et un arrêt de la Révolution par l'arrivée des Prussiens ou des Autrichiens. C'est une crainte que l'on a. Et on va recruter d'ailleurs des soldats, des volontaires à ce moment-là. Ce que l'on craint également, c'est que si le roi revient au pouvoir, il y aura une sorte de confiscation de toutes les réformes qui auront été faites et il y aura une mise à néant de la révolution qui a été faite. Robespierre est donc très sévère. Il refuse par exemple le mythe d'un enlèvement du roi qui est développé par la plupart des députés. Les députés disent le roi ne s'est pas sauvé, il a été enlevé. Donc on peut continuer à lui faire confiance, on garde la Constitution et on fait comme si rien ne s'était passé. Robespierre refuse cette solution. Il considère que le roi est responsable. Alors il ne dit pas ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut une régence en faveur du fils de Louis XVI? Est-ce qu'il veut que le cousin du roi, Philippe d'Orléans, devienne roi à sa place, qu'il y ait un changement de dynastie? Est-ce qu'il veut une république? Il ne se prononce pas. Il dit ce n'est pas l'essentiel pour le moment. L'essentiel pour le moment, c'est que les responsabilités soient reconnues et que la fuite du roi soit reconnue et sanctionnée. On est là au début de l'été 1791. Cette prise de position, elle fait partie de celles qui vont faire monter les tensions. Il y aura un été tragique avec notamment une fusillade au Champ de Mars, des gardes nationaux qui vont tirer sur des Français qui signaient des pétitions, et notamment une pétition pour la remise en cause de la monarchie. Il y aura sans doute une 50aine de morts, et il y aura une véritable crise politique à l'été 1791 qui est particulièrement vive. Et c'est pendant cet été 1791, pour la première fois, que la presse royaliste, mais aussi la presse révolutionnaire conservatrice, en quelque sorte la presse qui considérait que la révolution était finie, va accuser Robespierre de vouloir devenir dictateur ou régent. L'accusation est lancée à ce moment-là. C'est la première fois qu'on l'accuse de vouloir devenir dictateur. C'est une accusation qui va être lancée pendant quelques semaines seulement, qui va vite disparaître, mais elle est lancée à ce moment-là. Il y a un deuxième moment dont on a déjà parlé. Le deuxième moment, c'est l'entrée en République. Septembre 1792, donc un mois après la prise des Tuileries, qui est ici représentée également par Prieur. Là, il y aura des accusations très sérieuses qui vont être lancées contre Robespierre, et notamment lancées par un député dont on a déjà parlé, qui est le député Louvet. Louvet, c'est un député qu'on peut qualifier de girondin, donc l'une des deux grandes mouvances qui vont s'affronter au sein de la Convention, les Girondins et les Montagnards. Donc Louvet est un girondin, un brissotin, on dit à l'époque, qui attaque Robespierre et qui considère que Robespierre, c'est un homme qui veut devenir un véritable tyran. Donc il y aura cette discussion entre eux en octobre et novembre, dont j'ai parlé, mais c'est une discussion qui va se poursuivre ensuite, puisque Louvet va publier un pamphlet à Maximilien Robespierre et ses amis royalistes, et à ses royalistes, donc un pamphlet qui s'intitule « À Maximilien Robespierre et à ses royalistes », et dans ce pamphlet, Louvet va plus loin et accuse en fait Robespierre d'être un crypto-royaliste. On est entré en République, le roi a été démis de ses fonctions, le procès du roi approche, et pour Louvet, Robespierre, ce n'est pas un républicain. La preuve, pendant très longtemps, il a publié un journal qui s'appelle Le Défenseur de la Constitution. Et il voulait défendre la Constitution alors que le roi était à la tête du pays. C'est un crypto-royaliste, incontestablement. Alors il roule peut-être, non pas pour Louis XVI, mais pour Philippe d'Orléans, qui se fait appeler Philippe Égalité. Et Louvet en est persuadé. Et ce n'est pas une calomnie, c'est une certitude chez lui. Il considère que Robespierre, c'est un homme qui veut gouverner sous un roi qui s'occuperait de ses plaisirs, Philippe Égalité. Lui serait celui qui tiendrait véritablement la barre et qui gouvernerait le pays. On l'accuse donc à ce moment-là
de dictature, de crypto-royalisme aussi, et on retrouve ici des accusations qui vont être reprises en 1794. Le troisième moment, c'est bien sûr l'époque de la terreur. Et là, Robespierre est tout à fait conscient des accusations qui sont lancées contre lui. Le 1er juillet, donc un peu plus de 3 semaines avant son arrestation et son exécution, il dit ceci devant les Jacobins. À Paris, on dit que c'est moi qui ai organisé le tribunal révolutionnaire, que ce tribunal a été organisé pour égorger les patriotes et les membres de la Convention. Je suis dépeint comme un tyran et un oppresseur de la représentation nationale. À Londres, on dit qu'en France, on imagine de prétendus assassinats pour me faire entourer d'une garde militaire. Juste avant, il y a eu 2 tentatives d'assassinat qui visaient sans doute à tuer Robespierre et qui avaient échoué. C'est ainsi que l'on absout les tyrans en attaquant un patriote isolé qui n'a pour lui que son courage et sa vertu. On est au 1er juillet 1794, à ce moment-là, Robespierre ne se présente plus au comité de salut public. Quelques jours avant, il a rompu avec le comité de salut public, il n'a pas démissionné, mais il a décidé de ne plus y mettre les pieds, parce qu'il sait justement qu'on l'accuse d'être un tyran. Il a décidé donc de se retirer, et il se retire jusqu'au 9 Thermidor. Il ne reparaît plus, sauf quelques jours avant le 9 Thermidor, au comité de salut public. Il s'est retiré aussi de la Convention. Il ne se présente plus. Il n'est plus présent qu'aux Jacobins. En fait, il veut montrer que son ambition, ce n'est pas d'obtenir le pouvoir, mais que son ambition, c'est de continuer à jouer ce rôle de sentinelle et de guide qu'il croit devoir jouer comme d'autres révolutionnaires. Reste qu'à ce moment-là, les accusations contre lui sont nombreuses, et il va en parler à plusieurs reprises. On l'accuse bien sûr de vouloir devenir un dictateur. On l'accuse aussi de prendre des décisions qui sont des décisions dont l'intérêt est personnel. On l'accuse d'envoyer à la guillotine des personnes qui sont ses ennemis personnels. Toutes ces accusations qui sont lancées contre lui sont des accusations qu'on va retrouver après le 9 Thermidor. On est là dans le 3e moment de formation de cette accusation de dictature contre Robespierre. Alors finalement, pour répondre à la question, et cette fois-ci avec un portrait de Robespierre qui est un véritable portrait de Robespierre sous les yeux et non pas une reconstitution, est-ce que Robespierre a été dictateur? Est-ce qu'il a aspiré à une dictature à la mode antique? Sans doute pas. Sans doute pas. D'abord, c'est un lecteur de Rousseau. Et Rousseau avait bien écrit qu'une dictature, c'était quelque chose qui avait un sens tout à fait particulier. Rousseau écrit que la dictature, c'est la suspension des lois. Or, on est dans un gouvernement révolutionnaire, les lois ne sont pas faites, il n'y a de réaliser que la Constitution républicaine de 1793, mais toutes les lois restent à faire. Donc on ne peut pas suspendre les lois. On est dans un moment de création législative, puisqu'on doit créer ce système nouveau qu'est la République. Rousseau explique aussi que la dictature, c'est le pouvoir d'un seul. Or, Robespierre n'a visiblement jamais, en tout cas d'après les témoignages sûrs dont on dispose, n'a jamais demandé le pouvoir pour lui seul. Certains ont demandé pour lui la dictature. C'est vrai que Marat, notamment en 1791, pense un moment que confier le pouvoir à un seul homme, ce serait une solution. Mais Robespierre ne s'est jamais rallié à cette idée. Donc il n'a pas aspiré à une dictature antique. Est-ce qu'il a aspiré à une dictature véritable, à une véritable tyrannie? C'est très difficile à soutenir, très difficile à défendre comme idée. La preuve, c'est que Robespierre, avant d'être arrêté, avait renoncé à ses pouvoirs. Et il avait montré par là que le plus important pour lui n'était pas d'être aux commandes. A-t-il exercé une dictature d'opinion? Là, la réponse est sans doute un peu plus difficile et il faut être sans doute un peu plus nuancé. Le mot dictature est sans doute un peu fort, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que Robespierre, incontestablement, a été un homme qui a connu une audience tout à fait extraordinaire en son temps, et très vite, dès l'époque de la Constituante. Alors un homme qui a toujours divisé considérablement, j'ai retrouvé une lettre de 1790, une lettre de l'Artois,
où un auteur écrit à l'Assemblée nationale en disant, au printemps 1790, la révolution vient de commencer, elle n'est pas violente pour le moment, il y a encore très peu de victimes. Cet auteur écrit à l'Assemblée, « Pourquoi conservez-vous dans votre sein un homme comme Robespierre, qui est un homme de sang et un homme de carnage ?» On emploie ces mots, et on emploie même le mot « monstre » dans la lettre. Robespierre est un monstre. On est au printemps 1790. Ça veut dire que dès le début de la Révolution, alors même qu'on n'est pas encore arrivé dans ces moments les plus tendus, à partir de l'été 1792, où là les morts vont se compter par centaines, dès 1790, le personnage est un personnage qui divise considérablement. Mais c'est vrai que dans une partie de la population, son audience est considérable. C'est un personnage qui est connu dans toute la France, qui est apprécié par une partie de la population et dont les idées influencent considérablement ses contemporains. Et cette audience tout à fait exceptionnelle va irriter beaucoup de monde, va faire peur aussi. On craint les personnes qui ont trop d'autorité. Et on va les craindre encore plus à partir du printemps 1794, parce qu'à partir du printemps 1794, tous les autres grands orateurs de la Révolution ont disparu. Marat est mort en 93, Danton est mort au printemps 1794. De tous ces hommes qui ont exercé une influence considérable, il n'en reste plus qu'un, qui est Robespierre. Et cela lui donne sans doute une stature tout à fait à part. Alors, dictature d'opinion, le mot dictature n'est peut-être pas le plus choisi, mais incontestablement, un homme qui avait une audience exceptionnelle et qui a pu déplaire aussi à un moment où on voulait sans doute changer de cap, où la majorité de l'Assemblée voulait sans doute politiquement changer de cap. Alors Robespierre, dictateur sans doute pas, mais qu'on se comprenne bien, Robespierre n'est pas un dictateur, mais cela n'enlève rien d'une part à son autorité. Il dit à un moment qu'il détient 1/12 d'autorité au comité de salut public. Il le dit en 1793. On a du mal à le croire, il est plus important, et d'ailleurs un homme comme Billaud Varenne reconnaît à Robespierre une importance considérable au sein du comité de salut public. Son influence est beaucoup plus importante que le 12e d'autorité qu'il prétend détenir. Le deuxième élément, c'est que bien sûr, le fait qu'il ne soit pas dictateur, le fait que l'autorité soit une autorité partagée, n'enlève rien à ses choix politiques. C'est un homme qui a été favorable à la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire, qui a soutenu des lois qui étaient des lois de rigueur, à la fois contre les ennemis extérieurs et contre les ennemis intérieurs. Il a été un acteur majeur de la Révolution, un acteur majeur des années 93-94, et je pense qu'on peut comprendre son rôle politique sans employer ce terme de dictateur qui reprend un peu trop nettement les accusations de 1794, des accusations qui sont d'ailleurs encore parfois dans le vocabulaire des historiens, qui reprennent des expressions qui ont été employées par les contemporains. Je pense par exemple à l'expression « chute » de Robespierre. C'est une expression qui est devenue courante, qu'on écrit sans mettre de guillemets, mais qui date de 1794 et qui fait référence à la chute de la royauté qui a eu lieu 2 ans auparavant. Il a été avancé contre Robespierre de se référer de manière implicite aussi à la mise en place du culte de l'être suprême. Ça a pu, chez certains, effectivement, avoir un rôle. C'est vrai qu'on a accusé Robespierre de vouloir appuyer son pouvoir sur une dimension religieuse, et on pense bien sûr à la fête de l'être suprême, où il était à ce moment-là président de la Convention, et comme président de la Convention, il a présidé cette fête, qu'il avait d'ailleurs conçue, puisque c'est par un rapport qu'il avait présenté que cette fête avait été organisée. Alors cette dimension religieuse, c'est une accusation qui est lancée par lui, par certains conventionnels, je pense notamment à Vadier, parce qu'il était athée, et qui va être amplifiée à un moment au 19e, notamment par un auteur comme Michelet, qui reproche à Robespierre d'être un peu trop religieux. Ce que Michelet comprend mal, il trouve que c'est une sorte de trahison de la Révolution que d'avoir un esprit religieux, déiste, comme Robespierre. Mais c'est vrai que ça apparaît
tardivement, ça apparaît au mois de juin, c'est tout à la fin, on est à l'été 1794. Ça va être évoqué par certains seulement, pas tellement, parce que très vite on va revenir sur une tolérance religieuse qui va rouvrir les églises, et finalement on n'est pas très loin de ce que proposait Robespierre. Mais chez certains, il y a cette accusation qui va être amplifiée encore au 19e, oui tout à fait. Tout à l'heure, cette lettre qui évoque Robespierre devant un monstre, on la retrouve ici, je crois, elle est présente ici. Non, elle est aux Archives nationales. Aux Archives nationales, est-ce qu'elle est d'origine aragoise? Oui, elle est d'origine aragoise. En fait, les tensions entre les autorités aragoises et Robespierre ont été très vives dès le début de la Révolution, dès l'élection des députés aux États généraux, puisque Robespierre a attaqué les États provinciaux d'Artois, a attaqué aussi la municipalité d'Arras, qui était nommée par les États d'Artois. Et il y a donc là des relations qui ont été distendues très vite, ce qui n'était pas le cas avec les Aragois. Lorsque Robespierre revient à l'automne 1791, il est très bien accueilli à Arras, c'est la fête lorsqu'il revient, mais une fête auquel les autorités municipales ne participent absolument pas. Donc c'est un peu le reflet effectivement de relations tendues qu'il a avec des membres de la municipalité, avec des membres aussi du barreau, de la magistrature, et d'une partie des Aragois qui ne comprennent pas ces prises de position. Alors on est avant le moment où il va proposer le mariage des prêtres. Ça va encore accentuer la cassure avec certains Aragois, même s'il va recevoir des lettres d'encouragement de la part de certains prêtres qui trouvent que l'idée est pas mal quand même. Mais c'est vrai que ça va accentuer la fracture. Mais là, on est encore avant ce moment-là. Oui. C'est une assemblée très bourgeoise, vous savez, comment ça va. Il votait des lois quand même. Tout à fait. Parce qu'il y avait quand même le peuple qui était aussi présent dans les rues de Paris, je pense. Il faisait peur. Il faut savoir que la Convention était majoritairement à droite, on va dire, était tenue par les bourgeois, et que les montagnards étaient minoritaires. On peut dire l'autorité des montagnards, et en particulier de Robespierre et Saint-Just, qui était utilisée par le peuple, qui prenait aussi des baïonnettes pour rappeler. Alors, je pense que s'ils seraient conduits en dictateur le 9 Thermidor, ils avaient le pouvoir, Robespierre et Saint-Just auraient pu le faire. Ils auraient pu faire marcher l'armée et les sans-cloches sur la Convention, et s'ils sont revenus de le faire, par amour de la République. C'est ce que j'ai vu à plusieurs endroits, et c'est très inconfortable. Alors c'est une assemblée qui va évoluer d'un point de vue politique, puisqu'au départ c'est vrai que ce sont ceux qu'on appelle les Girondins et les Brissotins à l'époque qui vont dominer l'assemblée jusqu'au mois de juin 1793. Ensuite on aura une assemblée où les montagnards auront beaucoup plus d'influence, mais les montagnards ne sont pas un groupe uni et uniforme. Ce sont des montagnards qui, le 9 Thermidor, vont faire arrêter Robespierre. Ceux qui prennent la parole le 9 Thermidor, ce sont des montagnards, et ce sont ces hommes-là qui vont faire tomber Robespierre et qui vont le faire arrêter. Alors la question du soutien du peuple de Paris à Robespierre est évidemment centrale. Robespierre, c'est un homme qui arrive à transcrire dans un langage politique les attentes des populations, mais il en fait un tri. Il en fait un tri, on le voit très bien, notamment dans ses relations, par exemple, avec des hommes qui sont beaucoup plus à gauche que lui, comme Leclerc, comme Roux, comme Varlet, des hommes qui demandent notamment des mesures de contrôle économique, auxquelles Robespierre va accéder, mais avec certaines nuances. Donc il transcrit en langage politique, en faisant un tri, en essayant de voir ce qui peut passer, ce qui peut être acceptable à l'Assemblée, au pays tout entier, parce que la France n'est pas seulement Paris. Et il a cette capacité à transcrire en langage politique les attentes des populations. Et c'est aussi ce qui fait sa popularité, parce qu'on voit bien que les Parisiens ont confiance en lui et considèrent que c'est un homme qui les défend et qui les écoute. Ça va être vrai jusqu'en juin-juillet 1994, où là il y aura une sorte de rupture et on aura l'impression qu'il y a eu un divorce avec le peuple de Paris. Et moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que dans la séance du 9 Thermidor, dans la séance du 27 juillet, lorsqu'on lit les procès-verbaux, on s'aperçoit que les tribunes sont quasiment absentes. Pourtant, il y a du monde dans les tribunes, il y a toujours 700, 800 personnes. Ben, les tribunes ne participent pas. Et les tribunes ne défendent pas Robespierre, Couthon. Pourquoi ? Peut-être parce que les accusations qui avaient été lancées contre lui commençaient à être entendues par une partie de ces hommes. En tout cas, là, il y a une sorte de rupture qui se manifeste le jour du 9 Thermidor et puis dans la nuit du 9 au 10, lorsqu'il y a un début d'insurrection dans Paris,
on s'aperçoit qu'au cours de la nuit, tous ces hommes qui étaient à un moment prêts à soutenir l'hôtel de ville et les hommes qui s'y trouvaient rentrent chez eux, rentrent dans leur section, et que finalement, les Couthon, les Lebas, les Robespierre restent assez seuls dans cet hôtel de ville et ne seront pas défendus lorsque les troupes de la Convention vont arriver. Sur le maximum, c'est ça. L'influence de la loi sur le maximum. Oui, bah, il y a la loi sur le maximum, il y a aussi le maximum notamment sur les salaires, qui a dû jouer parce qu'on a appliqué le maximum sur les salaires très tardivement et à Paris c'est mal passé. Lorsque vous bloquez le prix des denrées, ça passe bien. Lorsque vous bloquez le prix des salaires aussi, là ça passe moins bien. Donc ça a sans doute joué. Oui. Il y avait des manifestations qui devaient être prévues justement pour ce maximum des salaires. Les ouvriers devaient manifester autour du 8-9 Thermidor. Il y avait une crainte à ce niveau-là également. Il y avait une crainte à ce niveau-là, et puis il y avait d'autres manifestations qui avaient eu lieu quelques jours auparavant, des sortes de banquets à Paris, des banquets qui étaient là pour fêter les victoires, parce que c'était un peu après Fleurus, que certains espéraient la fin de la guerre, et Robespierre, comme Barère d'ailleurs, s'était inquiété de ces banquets. Et là, sans doute, il y a eu un décalage supplémentaire avec la population qui, elle, voyait avant tout dans ces victoires la fin d'une période d'exception, d'une période difficile, et Robespierre qui les analysait de manière différente et qui considérait que l'effort militaire devait encore se poursuivre et qu'on n'était pas encore arrivé à une situation stable au niveau extérieur ni au niveau intérieur. Ouais. Juste pour illustrer la permanence des idées de Robespierre terroriste et des complots, est-ce que vous connaissez un film d'Anthony Mann qui s'appelle Reign of Terror, oui. Livre noir? Oui, mais oui, très noir. Mais c'est effectivement bon. C'est où il présente, comment dire, Robespierre et le comité de salut public comme une bande de gangsters. Oui, bien sûr. Bon, c'est intéressant de connaître ça. C'est évidemment nul du point de vue historique mais c'est un film qui reste connu, qui reste projeté de temps en temps. C'est une curiosité de ce point de vue-là. Oui, parce qu'Anthony Mann a été quand même un très grand cinéaste, surtout dans cette période-là où il faisait des films noirs, dans le sens policier du terme, si vous voulez, avant de démarrer sa grande période des films de western où il a été le maître incontestable, jusqu'aux années 1960. C'est pour ça qu'on garde quand même un très bon souvenir d'Anthony Mann, mais malheureusement, il a commis cette idiotie qui s'appelle Reign of Terror. Le film a fait partie de toute une série d'œuvres cinématographiques au moment du bicentenaire. À côté de la Marseillaise, par exemple. Le droit noir. Oui, c'est ça. Mais on le projette de deux manières. Je me souviens que l'année dernière, l'association de Saint-Just avait projeté le film à nouveau, mais avec un débat qui l'accompagnait et qui permettait de mettre, bien sûr, de replacer dans le contexte et d'essayer aussi d'expliquer cette perception extérieure qu'on pouvait avoir de la Révolution française. Jamais tant rigolé. Oui. C'est vrai. Ça ne m'étonne pas. C'était un film rigolo. Petite question. Il semblerait qu'il y ait eu des suicides de partisans de Robespierre, donc après le 9 Thermidor. Est-ce que vous auriez des renseignements sur... Vous voulez dire le jour du 9 Thermidor, le bas, etc. Après qui ont suivi. Je n'ai pas de connaissance de suicidés après le 9 Thermidor. En général, les partisans de Robespierre sont très très discrets. J'en ai trouvé très peu dans les archives. Alors j'en ai trouvé notamment quelques-uns qui s'en prenaient à un chansonnier à Paris qui avait poussé la chansonnette en glorifiant le 9 Thermidor et l'arrestation de Robespierre. Et ces hommes ont bousculé un peu le chansonnier et se sont fait arrêter. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus après, mais ils se sont fait arrêter. Visiblement, c'était un moment assez difficile. Est-ce que certains sont allés jusqu'au suicide? Je n'ai pas de nom, en tout cas, non. Et qu'est-ce que vous pensez des soi-disant mémoires de Robespierre? Ça, c'est un sujet qui m'intéresse personnellement. Et j'ai pas beaucoup d'informations sur ces fameuses mémoires de Robespierre. Alors au début du 19e siècle, oui, alors on m'interroge sur les mémoires de Robespierre. Alors les mémoires de Robespierre ont paru, ça devait être dans les années 1820. Ce sont des mémoires apocryphes qui ont été, qui sont un texte assez étonnant parce qu'ils commencent par
un texte qu'on a depuis attribué à Robespierre, c'est la fameuse dédicace aux manes de Rousseau. Moi j'avoue que je suis assez dubitatif, mais je sais que c'est un texte assez attachant où l'auteur, en l'occurrence normalement Robespierre, dit qu'il a beaucoup été influencé par Rousseau, mais un texte que les historiens ont beaucoup de mal à dater parce que c'est un texte qui va un peu dans tous les sens, et les historiens finalement se disent est-ce que c'est 89, est-ce que c'est 91, on ne sait pas vraiment. Donc ça commence par cette dédicace, et ensuite vous avez de pseudo-mémoires qui sont données, mais qui sont bien documentées. Et où on retrouve sur certains points des textes de Robespierre qui étaient peu connus dans les années 1820, qui sont là bien présentés. Donc, voilà, c'est un texte intéressant, avec une histoire abracadabrante au début. Il a trouvé ça un peu par hasard, je ne me souviens plus, dans un tube ou je ne sais quoi. Voilà, donc des mémoires qui auraient été cachées. Voilà. Manuscrit trouvé à Saragosse. Voilà, et mais ça montre bien, bon, il y a d'autres mémoires apocryphes comme ça qui apparaissent au 19e, mais ça montre bien toute la fascination qu'on a pour le personnage au début du 19e siècle. C'est un personnage qui là aussi divise énormément. Il y a des républicains comme Laponneret par exemple, qui défendent la mémoire de Robespierre. Laponneret qui est très proche de la sœur de Robespierre, Charlotte, qui l'incite, et il a bien fait parce que c'est un beau texte, qui l'incite à rédiger ses mémoires. Et qui l'accompagne dans la rédaction de ses mémoires. Et on voit bien qu'on est dans un moment où Robespierre reste un homme d'actualité. Oui. Une question simplement psychologique. Comment explique-t-on que Robespierre, qui sous la Constituante s'est prononcé contre la peine de mort, puisse en 2 ou 3 ans accepter et même couvrir l'exécution massive de la terreur? Alors, il l'explique lui-même. Alors, en 91, effectivement, en mai 91, Robespierre se prononce contre la peine de mort, lors d'un premier débat sur l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée constituante, premier débat parlementaire français. Et il se prononce, à la différence d'autres, pour l'abolition, en se reposant sur les principes. C'est-à-dire, il ne dit pas, comme d'autres abolitionnistes, je suis contre la peine de mort parce que exécuter les gens, ça donne de mauvaises mœurs à ceux qui observe les exécutions. Il dit « Je me prononce contre la peine de mort parce qu'une société, lorsqu'elle détient un coupable, elle est tout entière contre un seul homme, elle est donc toute puissante et elle n'a pas besoin d'éliminer cet homme pour le maîtriser. » Et il compare à ce moment-là à un guerrier qui aurait un prisonnier. On n'élimine pas un prisonnier, ou un père qui voudrait sanctionner un enfant, on ne tue pas un enfant pour le sanctionner. Donc il est contre par principe. Il va revenir sur cette condamnation au moment du procès du roi. Et lorsqu'il parle dans le procès du roi, il dit « Le roi, il faut l'éliminer parce que c'est un ennemi de la nation. Et ensuite, on reparlera de l'abolition de la peine de mort. » En fait, pour lui, il y a 2 ordres politiques. Il y a un ordre politique ordinaire, celui des temps normaux, des temps constitutionnels. Dans ces temps constitutionnels, la peine de mort doit disparaître. Mais il y a aussi un temps d'exception, un temps de suspension des lois, un temps de révolution et de lutte intense contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Et pour lui, dans ces moments-là, on est très proche de ce que les hommes de la fin du XVIIIe appellent l'état de nature. Et dans l'état de nature, un homme a le droit d'éliminer son ennemi, parce que c'est pour lui le seul moyen de survivre. Et il considère que le moment révolutionnaire est un moment de retour quasiment à l'état de nature, où le droit d'éliminer l'ennemi est donné à ceux qui gouvernent. Et il n'est pas seul à penser de cette manière-là. Ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que dans le code pénal qui va être réformé en 1795, donc on a un premier code pénal qui est rédigé en 1791, où la peine de mort est conservée. Dans le code pénal qui est rédigé en 1795 par Merlin Douay, il y a une clause qui précise que la peine de mort est abolie en France et que cette abolition sera réalisable au retour de la paix. Le problème, c'est que le retour de la paix, ce sera 1814 ou 1815. L'abolition de la peine de mort n'entrera jamais en vigueur. Mais en 1795, les hommes étaient encore d'accord, les hommes de la Convention étaient encore d'accord avec ce principe et considéraient encore que l'abolition de la peine de mort était d'actualité, même s'ils avaient pour beaucoup vécu la terreur et pour beaucoup participé à la terreur. Monsieur Lescure. Oui, je voudrais parler de votre livre. Je dois dire que je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. C'est un livre qui apporte d'abord beaucoup de choses nouvelles sur Robespierre, mais aussi c'est un livre qui différencie des précédents, de tous ceux qui ont déjà été publiés,
c'est pas un livre pour Robespierre, c'est pas un livre contre Robespierre. C'est un livre dans lequel j'ai été frappé du fait que vous ne portez jamais de jugement. Généralement, vous relatez les faits. Il y a deux jugements importants qui sont cités. C'est celui du loi de Grancey sur Robespierre après la Constituante et celui de Pétion, je ne sais jamais si on dit Pétion ou Pétion, après sa rupture avec Robespierre, dont il avait été le grand ami, et celui-là dit plutôt du mal de Robespierre. Donc, j'ai cru sentir de votre part une certaine distance par rapport à ça. Et ça m'a un peu rappelé la conférence qu'est venu faire Michel Vauvel en 1988 à Arras, avec la Société des études robespierristes. Et il a fait une conférence l'après-midi à la salle des concerts, qui était archi-comble. Et le thème de sa conférence, c'était « Pourquoi sommes-nous encore robespierristes ?» Et la question que je veux poser, Monsieur Lehouarst, est-il robespierriste? Monsieur Lehouarst, lorsqu'il écrit un livre d'histoire, essaie d'être historien. Et je crois que lorsqu'on essaie d'être historien, on se doit de garder une certaine distance par rapport à son sujet. Et lorsqu'on essaie notamment d'écrire une biographie, je crois qu'il y a deux exigences pour le biographe. D'abord, de l'empathie pour son sujet, parce que je crois qu'on est incapable d'écrire la biographie d'un homme qu'on déteste. Et d'autre part, de la distance par rapport au sujet. Donc, un livre d'histoire, je ne l'écrirai jamais comme j'écrirai un texte personnel. Et je dirais qu'en plus, avant, j'avais écrit une autre biographie qui était celle de Merlin de Douai, qui est devenu président de la Convention juste après l'arrestation et l'exécution de Robespierre. Il a été le premier président de la Convention. Et pour passer de l'historien à l'homme, je vous dirais que, à force d'avoir travaillé sur ces deux personnages, j'arrive à apprécier à la fois un homme comme Merlin de Douai et un homme comme Robespierre. Alors, ça peut paraître un peu étonnant, peut-être, parce que ce sont deux hommes très différents. Mais en même temps, ce sont deux hommes qui se sont rejoints à de nombreuses reprises sur l'essentiel. Deux hommes qui sont des acteurs majeurs de la Révolution. Alors évidemment, pas la même voix, pas la même définition de la Révolution, mais quand même deux acteurs de cette période-là, et deux acteurs qui incontestablement ont marqué l'histoire. Et je crois que si je m'intéressais à un troisième personnage, j'aurais de l'empathie pour lui, et je le choisirais sans doute pour ça aussi. Et je pourrais le joindre aux deux autres. On peut porter un jugement sur Robespierre sans parler de la rupture du cours de la Révolution après la chute de Robespierre. Est-ce que ce qui s'est passé après n'explique pas un peu le personnage? Oui, sans doute, mais moi je crois que Robespierre a cette faculté-là de ne pas disparaître véritablement en Osterlüder. Alors que mon Merlin de Douai, il va vivre jusqu'en 1838, il va avoir une carrière, mais aujourd'hui plus personne ne le connaît. Robespierre, c'est un homme. En tuant Robespierre, on n'a pas tué un homme. On lui a permis de vivre toujours. Moi, ce qui m'a vu frapper, notamment, quand je regarde le destin d'un texte comme son projet de déclaration des droits de 1793. Quand on regarde le destin d'un texte comme celui-là, donc en 1793, au printemps 1793, il rédige un projet de déclaration des droits de l'homme. Ce texte-là, il va être réédité au 19e. Et quand on regarde, alors j'ai plus les dates exactes d'édition, mais lorsqu'on regarde les dates d'édition, on a des rééditions vers 1830-1831, juste après la Révolution de Juillet. On a des rééditions entre 1848 et 1851, au moment de la Deuxième République. On a des rééditions au début des années 1870, au moment de la Troisième République, du début de la Troisième République. C'est un homme qui est présent par ses textes dans toute l'histoire républicaine française. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, qu'on retrouve dans très peu de personnages. Donc, effectivement, en 1994, il y a la rupture, il y a la reconstruction de son image, qui est encore très présente. Cette image reconstruite aujourd'hui, vous demandez à n'importe qui, est-ce que Robespierre a été dictateur? La plupart du temps, on vous dira oui. Mais en même temps, il y a quand même cette image qui se poursuit, cette image de Robespierre attaché aux droits de l'homme, attaché à la République, au moins pour certains de nos contemporains et pour certaines personnes du 19e et du 20e, qui fait que ce personnage a une destinée tout à fait particulière. Comment expliquer que Jules Vallès, qui a été l'un des rares
intellectuelle à soutenir la commune de Paris, côté de Victor Hugo, on les compte sur le doigt d'une main. Victor Hugo, Rimbaud, Villiers Adam, voilà, c'est fini, quoi, quasiment. Comment expliquer que Jules Vallès ait pu se méprendre à ce point sur le jugement qu'il porte sur Robespierre? Vous avez une explication? Ça m'a toujours suffoqué, moi, ça. Non, je n'ai pas d'explication, mais c'est vrai que c'est un personnage. Mais regardez la gauche actuelle. Enfin, j'ai rencontré au cours de mes recherches, notamment un collectionneur particulier parisien qui s'intéressait beaucoup à Robespierre, qui trouvait que l'œuvre de Robespierre était très importante. C'était une personne qui lisait le Figaro tous les jours. À l'opposé, vous pouvez avoir des personnes de gauche qui détestent Robespierre. Donc je crois que c'est un personnage qui qui divise et qui dépasse les clivages, avec des attachements qui ne s'expliquent pas simplement en termes d'adhésion politique à ce qui pourrait prendre la couleur d'un parti, mais autour de toute une perception de la République, de son histoire, de ses valeurs, qui transcende en grande partie le clivage. Alors, bien évidemment, vous trouvez davantage de personnes sensibles à Robespierre et à ses idées sur la gauche que sur la droite de l'échiquier politique, mais vous trouvez des personnes hostiles à gauche et vous trouvez des personnes favorables à droite. Donc peut-être que dans le cas de Vallès, il y a un peu cet élément-là qui joue, mais... Une tradition, je sais pas... Villemin est à la fois un admirateur de Vallès et un admirateur de... Ben voilà. C'est assez contradictoire. Ouais, c'est assez contradictoire. Guillemin. Guillemin, oui. Ouais. Il me semble qu'à la fin du XIV, on découvre... À la fin de... Oui. À l'époque du jeune Vallès, on découvre les courants qui étaient à gauche. Oui, peut-être bien. Oui, tout à fait. C'est-à-dire Vallier... Voilà, tout ce qui est les enragés, etc., avec des positions qui vont... Et Babeuf, bien sûr, le babouvisme. Et dénonce Robespierre Oui, comme un bourgeois, d'une certaine manière. Oui, il y a ça aussi. Mais je voulais poser une autre question, si vous me permettez. Dans la Déclaration des droits de l'homme de 1793, dont je crois, mais je me trompe peut-être, l'auteur est Robespierre. Une partie des articles sont repris, mais une partie seulement. Sur le droit de citoyenneté des étrangers et de lui. Je ne pourrais pas vous dire, je ne me souviens plus. Puisque la Déclaration des droits de l'homme fait des étrangers qui vivent en France des citoyens. Citoyens français. Sous certaines conditions, bien. Mais des conditions tout à fait... Ça, je me souviens plus suffisamment des deux textes pour savoir s'il y a un lien direct entre les deux. Il faudrait reprendre les deux textes, oui. Mais tout n'est pas repris. Hein. Il y a pas mal d'éléments dans le projet de déclaration de Robespierre de 93 qui ne sont pas repris dans la déclaration finale qui va être adoptée en juin. Extraordinairement audacieux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Incontestablement, Robespierre n'est pas le seul à partager cette idée-là à l'époque. C'est particulièrement audacieux. La fin de l'esclavage, c'est particulièrement audacieux. À la fin du XVIIIe siècle, c'est tout à fait exceptionnel. Février 94, abolition de l'esclavage. Bon, déjà, l'esclavage n'a jamais été aboli, au moins depuis la Renaissance, sur le territoire français. Sur le territoire français métropolitain, il n'y avait pas d'esclaves, c'était une règle. Mais février 94, dans les colonies françaises, il n'y a plus d'esclaves non plus. Ouais. Il est donné sur des données qui se rapportent à une sorte de déduction mathématique de la déclaration de 89 sur l'égalité des droits. Oui, tout à fait. À la fois la citoyenneté des étrangers résidant sur le sol, comme à la fois la situation des esclaves. C'est-à-dire, c'est une sorte de déduction mathématique. Comme les hommes sont égaux en droit, eh bien, donnons-leur, appliquons cette doctrine d'un point de vue très mathématique. C'est une déduction, pas barre. Comme si ça devient une sorte d'évidence. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Tout à fait. Sous la Constituante, il y a un débat sur les droits de citoyens de ceux que l'on appelle les libres de couleur dans les colonies. Ce sont les personnes de couleur qui ne sont pas esclaves. Les colons qui sont présents à la Chambre demandent que les lois pour les colonies puissent être faites seulement par les colons. À un moment, le débat dérape et certains proposent de mettre le mot esclave dans le texte de loi, et là Robespierre s'oppose absolument à ce que le mot esclave soit mis dans un texte de loi, parce que, dit-il, si on met le mot esclave dans un texte de loi, ça veut dire qu'on reconnaît que l'esclavage est possible. Or, la Déclaration des droits dit
que les hommes naissent libres et égaux. Alors, pour le moment, il ne propose pas l'abolition pure et simple de l'esclavage, personne d'autre le prononce pour le moment, mais on voit bien qu'il y pense, et ça va arriver quelque temps plus tard. Est-ce que vous n'êtes pas frappé par le fait que l'histoire telle que nous l'avons apprise méconnaît beaucoup le rôle de Robespierre? Pendant les 4 premières années de la Révolution, il apparaît en lumière au moment du comité de salut public. Mais tout ce qu'il a fait avant, qui était important, on en parle beaucoup moins que des Girondins ou tout ce qui s'est passé avant. Oui, mais je crois que c'est plus ou moins inévitable. C'est effectivement les hommes qui sont mis en évidence par le moment de leur présence la plus forte sur la scène politique. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu dommage. De même que ne pas parler du Robespierre à Arras avant 89, je trouve ça dommage. C'est quand même un avocat tout à fait étonnant, tout à fait original. Et je crois que pour comprendre le personnage de 93-94, il faut savoir ce qu'il était avant 89, et il faut savoir ce qu'il a fait entre 89 et 92, incontestablement. Je pense que monsieur pose une question très intéressante. C'est vrai qu'on met souvent sur le côté tout ce que Robespierre a apporté d'idées avant 93-94. Et moi, je voudrais que vous reveniez un peu sur les deux visions opposées des politiques aujourd'hui, Mélenchon et Copé. Est-ce qu'aujourd'hui, les idées politiques des gens font qu'ils ont une option Robespierre, la vision Robespierre plutôt négative ou plutôt positive? Et nous, aux amis de Robespierre, notre objectif, c'est quand même de mieux faire connaître la personne objective, la plus objective possible du personnage. Donc, dans la vie et l'œuvre de Robespierre, qu'est-ce qui est important pour les gens qui rejettent encore Robespierre comme dictateur, comme sanguinaire, etc. Et quels sont ceux, par contre, qui voient le côté positif avec l'homme démocrate qui s'est battu pour améliorer le sort des pauvres, etc. Je pense qu'en fait, dans les deux mémoires, on a deux moments différents de la vie de Robespierre qui sont avancés. Quand Jean-François Copé, en 2012, parlait de Robespierre, il parlait surtout de la terreur. Et il parlait des têtes qui tombaient. C'était sa vision du personnage, c'est-à-dire un homme qui ne discutait pas et un homme qui était un dictateur. De l'autre côté, lorsqu'on parle de Robespierre, c'est pour parler des acquis démocratiques qui vont être réalisés par la suite. Le suffrage universel, l'abolition de l'esclavage, le droit de citoyenneté pour tous, les pauvres comme les riches. C'est aussi toute une série de rigueurs morales, notamment des exigences envers les élus, non-cumul des mandats, le fait qu'un élu, c'est ce que propose Robespierre, doit exercer un mandat court, puis retourner dans la vie civile, puis revenir éventuellement après, mais pas faire carrière politique. Robespierre dénonce à certains moments la politique conçue comme un vil métier. Pour lui, ce n'est pas un métier, c'est un engagement d'un temps simplement au service des autres, et ce n'est pas une carrière. Donc il y a ces éléments-là qui jouent aujourd'hui encore. Il y a une conception de la République, une conception de la vie politique, une conception de la vertu du législateur qui entre en écho inévitablement avec nos préoccupations actuelles. Et c'est ça qui fait aussi l'actualité du personnage. C'est pas, à mon avis, c'est pas un hasard si ceux qui évoquent une possible 6e République vont chercher dans les textes de 91, 92, 93 des exemples ou des propositions qu'ils peuvent retranscrire dans des projets contemporains. Là, on est... alors, c'est une actualité qui parfois disparaît. Je pense que dans les années 70-80, on s'intéressait peut-être plus aux questions sociales au travers Robespierre. Mais aujourd'hui, peut-être plus que ces questions sociales, c'est avant tout cette conception de la République, de la démocratie, qui a été élaborée, et là je pense essentiellement aux années 91, 92, 93, qui a été élaborée à ce moment-là, qui fascine encore aujourd'hui. Vous faisiez dire à Vauvel que la Révolution était toujours un objet chaud. Bien sûr, et ça l'est tout à fait, mais je crois que ça le sera, et j'espère que ça le sera encore longtemps, parce que c'est quand même la matrice de notre monde contemporain, et c'est ainsi que la France est vécue aussi à l'étranger. C'est une nation et un pays qui est né en grande partie. Alors l'histoire avant a compté, bien évidemment, nous sommes aussi le fruit de la monarchie, mais nous sommes d'abord le fruit de cette révolution qui a marqué le pays et le monde à partir de 89. Enfin,
Je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce que vous avez expliqué. Bon, je ne suis pas historienne et je ne suis pas savant, mais ce qui m'a un peu effrayée, c'était, enfin, j'oserais dire, cette espèce de délire par rapport à sa personnalité qui fait que dès 1790, il y a des gens qui le présentent comme quelqu'un de monstrueux, et que cette espèce de pression, de délire permanent où on lui prête l'intention de vouloir régner à la place du roi, etc., etc. En tant qu'homme, ça a dû être un poids terrible quand même d'avoir toujours toutes ces accusations, tous ces soupçons, toutes ces mensonges finalement qui se disaient à son sujet. Et quand vous dites qu'en 94, bon, bien sûr, il a été malade, est-ce que ça a un rapport avec cette pression énorme? Sans doute, oui. Et il ne se présente plus au comité de salut public, il ne se présente plus aux Jacobins et seulement à la Convention, si j'ai bien compris. Mais je trouve que c'est effrayant. On est dans une révolution et je crois que les enjeux, et les hommes de l'époque les conçoivent très bien, les enjeux sont considérables et les luttes sont terribles à partir de ce moment-là. Les luttes sont terribles. Les luttes sont terribles. Alors, je voulais poser une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, le retour à l'état de nature. Et donc, qu'est-ce que c'est que le retour à l'état de nature? Donc, c'est quoi la civilisation? Le retour à l'état de nature. C'est cette fureur, pour moi. Est-ce que, je vais citer une question simple, concise, est-ce que Robespierre, ce retour, est-ce que Robespierre a légitimé le recours à cette fureur populaire qui mène dans des essais qui sont reprochés au nom d'une soi-disant vertu, de rigueur? Je crois que on est là effectivement au mois d'août 1792 face à un événement qui est un événement particulièrement violent. La prise des Tuileries le 10 août, c'est à peu près 1000 morts, avec des violences qui sont des violences extrêmes, incontestablement. Il faut se souvenir qu'on est dans un contexte de guerre depuis le printemps, que l'on a peur à Paris d'une véritable trahison, que les armées étrangères ont commencé à entrer sur le territoire français, et que le duc de Brunswick a annoncé qu'il allait bientôt arriver dans la capitale, et que si on touchait à un cheveu du roi et de la reine, il allait réduire la capitale en cendres. Donc on était certain d'une espèce de trahison entre le roi et les armées étrangères, d'où la violence de ce déchaînement. Alors les politiques qui examinent cette situation, je pense notamment à Danton, je pense à Robespierre, ont face à ces événements une attitude qui est celle, bon, d'une part, ils n'ont pas appelé à ces violences, hein. Les violences ont été spontanées, ce n'est pas des violences commandées par Danton, c'est pas Danton qui a dit allez tuer, allez émasculer les Suisses, c'est pas Robespierre non plus. Donc ils sont face à une situation qu'ils vont analyser de la manière suivante. Ils vont refuser d'en faire l'éloge et refuser d'en faire la critique. Et ils vont dire on est face à un terrible événement qu'on pouvait difficilement éviter, qui s'est produit, et c'est le peuple qui l'a voulu. Le peuple est souverain, le peuple avait sans doute le droit de le faire, il l'a fait, et c'est ainsi. Donc ça c'est leur analyse politique. Mais je crois que pour comprendre cette analyse politique, il faut voir la situation. On est dans une situation de désordre au mois d'août, il faut à tout prix rétablir un nouvel ordre politique, ça va être la République le 21 septembre, et cette République, elle doit donc être construite par l'acceptation du passé. Vous ne pouvez pas construire une République sans nier la monarchie. Donc il y a, mais ils en parlent très peu, hein. On a des allusions à ces événements-là, et les allusions, c'est le peuple a décidé, le peuple a voulu se séparer de la monarchie, etc. C'est pas on a bien fait de tuer 1000 personnes aux Tuileries. Ah, d'accord, mais je vais parler entre la fureur de ce jour-là et les années 93 et 94, et cette fureur du peuple que les têtes tombent. Bien sûr, je ne peux pas m'exprimer plus parce que je vais me discréditer de la façon dont je vais parler. Je veux juste que vous voyez ce que je veux dire par rapport à
état de nature, fureur. Moi je cherche aussi, j'ai du mal à m'exprimer. Moi, j'ai du mal à expliquer aussi les choses. On est dans un état de révolution. Je crois que les émotions jouent énormément pour expliquer les phénomènes. Faut essayer d'imaginer l'état dans lequel se trouvaient les Parisiens. Il faut penser qu'avant, il y avait eu d'autres révolutions. Il y a eu la révolution aux Pays-Bas autrichiens. Les Autrichiens sont arrivés, ont arrêté la révolution. Il y a eu une révolution aux Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels. Ça, c'est dans les années 1780. Les Prussiens sont arrivés, ils ont arrêté la révolution. Là, on est en état de guerre. Les Prussiens et les Autrichiens ont commencé à entrer dans le pays. Les hommes qui ont fait la révolution ont peur d'avoir travaillé pour rien et de voir l'ancien régime rétabli. Et dans ce contexte-là, certains ont pensé que la seule solution c'était de renverser la monarchie. Bon, ça s'est passé dans les conditions qu'on connaît, bien évidemment, mais c'est aussi cette peur, cette émotion qui justifie ces violences. C'est pour ça que Bonaparte, va vouloir un état fort pour contrer un peuple déchaîné. On est dans une révolution. On est dans une révolution. En même temps, si je me souviens bien, le 27 août 1914, c'est 27 000 morts en une journée. Dresde, c'est 200 000 morts en une nuit. Voilà, c'est une question par rapport notamment au frère, à Augustin, on va finir avec lui, peut-être si vous le souhaitez. Je voulais savoir si, alors bien sûr, personne n'ignore ici la vision vertueuse du monde politique faite par Robespierre, mais je voulais savoir ce qu'en pensait son frère. S'il est mort justement pour les mêmes raisons, s'il était un peu plus modéré dans cette vision vertueuse et donc un peu utopique de cette société politique, et est-ce qu'il est tombé pour les mêmes raisons, d'une certaine manière, ou simplement parce qu'il portait le nom Robespierre? Non, pour les mêmes raisons. Il a une vision de la terreur, pour reprendre l'expression consacrée, qui s'est forgée notamment dans des missions au sud de la France, où il a réprouvé l'action de certains envoyés en mission de la Convention, qui, selon lui, étaient beaucoup trop rigoureux et guillotinés un peu trop facilement. Il l'a écrit à son frère et il a dénoncé ses représentants en mission. Et au 9 Thermidor, c'est lui qui dit qu'il a partagé les principes de son frère et qui veut partager également le décret d'arrestation et qui donc décide, alors qu'on ne pensait pas à lui et qu'on ne voulait pas l'arrêter, qui décide de demander le décret d'arrestation contre lui, et le bas va faire la même chose et va demander le décret d'arrestation contre lui aussi, parce qu'il considère qu'il a partagé les principes de Robespierre et qu'il doit donc partager sa vie jusqu'à la fin. Donc là, il y a un engagement qui est effectivement très fort, sincère, incontestablement. Ces hommes-là croyaient incontestablement à leurs principes. Et ça remonte à la France? il y a la volonté, dans la correspondance, on voit qu'il y a la volonté d'avoir lui aussi une carrière politique. Il aurait bien aimé être élu dès l'Assemblée législative. Il veut faire comme son frère et il veut combattre de la même manière que son frère, on le voit. Le grand frère a une influence considérable sur lui, incontestablement. Oui. Voilà.